Impossible, ici, d'ignorer le dernier passage du Tour de France cycliste. Les virages de l'Alpe d'Huez résonnent encore des cris et autres soutiens exprimés par les supporters. Les lacets de l'Alpe offrent un théâtre naturel aux férus d'efforts intenses et aux adeptes de challenges mémorables. Et d'ailleurs, Cyril Neveu l'a parfaitement compris en créant, il y a 10 ans maintenant, un véritable festival du triathlon ici, dans la station iséroise. 10 ans de spectacle, de défis, de joie intense, mais aussi de déception parfois. On ne gagne pas à tous les coups le droit de terminer le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Et c'est important d'en prendre conscience. Un petit tour sur le balcon, premier contact avec la course. Olivier Abado a 49 ans et dans 3 heures, il prendra le départ de l'épreuve. Pas de nuages à l'horizon, ciel bleu, la journée commence bien. J'ai plutôt bien dormi. Voilà, ma nuit s'est relativement bien passée, même si je me suis réveillé, je ne sais pas quelle heure il était. Peut-être 3 heures, 4 heures. Et bon, c'est toujours pareil, la veille d'une course comme celle-ci. J'ai plutôt tendance un peu à tourner, à virer, et puis après à essayer de me rendormir pour gratter des heures de sommeil. Mais bon, c'est pas la nuit la plus importante, celle qui précède. Plutôt toute celle qu'il y a avant, quoi. Petit déj aussi pour Victor de Bilco, un pro qui carbure au choc à pic. C'est une course qui commence à 9h30, c'est pas trop tôt. Ça permet de prendre un petit déj à 1h qui est assez habituel. Et du coup, moi je prends céréales et puis après je prendrai un petit bout de pain et puis un petit bout de gâteau sport tout à l'heure. J'ai pas d'objectif de place, j'ai l'objectif de me faire plaisir et de faire une bonne course. Après, c'est sûr que si je suis devant et à la bagarre, je serai content. C'est-à-dire que si je suis 10e à 3 minutes du premier, je serai plus content que si j'étais 3e à 20 minutes, quoi. Donc ce que je veux, c'est être à la bagarre. Des raisons de lutter, ils en auront. Le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez réclame de la résistance. Ici, les bosses vous font lever les yeux au ciel. J'ai surtout en tête de me faire plaisir, de faire une belle course et puis d'arriver au bout. Surtout après avoir vu ce qui va nous attendre dans la journée, notamment la fameuse montée de l'Alpe. Même si je suis habitué à pédaler sur des pentes montagneuses, puisque j'habite à La Réunion, ça reste quand même très impressionnant. Chef d'entreprise et triathlète professionnel, Victor de Bilco a un emploi du temps plus serré qu'un Premier ministre. Le Picard fonctionne ainsi depuis 2 saisons et le programme a l'air de lui convenir. Il est 7h30, direction l'aire de départ pour une nouvelle journée de boulot. Depuis son départ de La Réunion il y a 3 semaines, Olivier Abado répète les mêmes gestes. 3 courses en 3 semaines. Le triathlon de l'Alpe est son dernier rendez-vous, alors il kiffe. C'est pour ça qu'on fait du triathlon aussi. À voir ces magnifiques paysages. On oublie un peu l'effort. Arrivé sur le parc à vélo, l'aire de transition, Cyril, vous l'organisateur, vous le créateur de cette épreuve, vous avez accueilli là un peu plus de 1000 compétiteurs sur ce format longue distance. Vous avez le sentiment d'offrir quelque chose de différent? Ouais, j'ai le sentiment en effet d'offrir voilà, une belle journée de sport à la montagne avec les paysages. C'était mes terrains d'entraînement, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir offrir ça. Un peu plus de 1100 compétiteurs, des amateurs pour beaucoup, pour la plupart d'entre eux, des pros dont on découvre les visages, dont on là aussi a l'habitude de voir les visages. Jeanne Collonges, Marie-Bess, Élise sont encore là. J'adore cette course, j'adore participer à cette épreuve. Pour moi, c'est un rendez-vous incontournable de la saison parce que quand on participe à l'Alpe d'Huez, forcément on en tire des bénéfices. Et la deuxième partie de votre saison est encore meilleure. Vous avez gagné en confiance, gagné en qualité de travail, gagné en performance en participant à cette épreuve. Fitness out of it. So, I mean, obviously I'd love to do well, but regardless of the outcome, I'll be a better athlete the next day. So.
Ici, j'espère vraiment avoir beaucoup de plaisir parce qu'à Nice, j'en ai eu jusqu'à la fin du vélo en fait. Et là, j'espère en avoir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est mon but premier. Et puis je sais qu'il y a une start list très costaud cette année. Il y a des filles très fortes et donc moi, je suis là pour apprendre encore. Et donc pour moi, ce sera des modèles. Et donc oui, je voudrais finir à la meilleure place possible, c'est sûr. Mais d'abord me faire plaisir et ensuite le résultat suivra. L'Américaine a gagné 2 fois l'épreuve, elle connaît le parcours par cœur. Pour ce qui concerne Jeanne Collonges, c'est une nouveauté, c'est une première. Eux aussi connaissent l'épreuve, Richie Nichols, Scott De Philippis. Ils découvrent l'épreuve, Anthony Coste. Après ma déception à Gravelines, là, je suis reparti sur un gros cycle d'entraînement, tout simplement pour que ça n'arrive plus, une fin de course comme à Gravelines. Donc aujourd'hui, je vais essayer de passer une bonne journée pour compléter un gros cycle d'entraînement. Et donc les parcours s'y prêtent bien. Donc ça devrait pouvoir le faire. Cette épreuve est vraiment une épreuve atypique. Il y a 3 cols, 3 grosses montées, 3 efforts intenses à réaliser. Il faut rester humble vis-à-vis de ce profil, il faut gérer sa course, être patient, ne pas considérer cette épreuve à la légère parce que vous le payez cash. La définition est assez juste, Cyril. Tous ont l'air de dire, ceux qui la connaissent, tout du moins, que c'est une épreuve parmi les plus difficiles au monde. D'ailleurs, le dernier classement faisait apparaître votre épreuve parmi les 10 rendez-vous les plus problématiques pour les athlètes. Ouais, c'est une épreuve compliquée parce que il y a très peu de kilomètres en vélo et malgré tout on enchaîne 3 grands cols avec notamment ce dernier col, la montée de l'Alpe d'Huez qui est classée hors catégorie dans le Tour de France. C'est une course assez nerveuse parce que j'ai la chance d'avoir tous les ans un plateau, on va dire, assez élevé, intéressant. Je pense que j'ai ce plateau-là parce que bon, le fait que je connaisse aussi quelques athlètes, quelques entraîneurs, mais c'est surtout, je pense que la course est bien placée dans le calendrier européen. Elle se situe en milieu de saison, voilà, à la suite de grandes courses et juste avant les grandes dernières courses de l'année. Je pense notamment à Hawaï, donc ça permet aux athlètes ici de venir voilà, se refaire un peu la santé. Et ça tombe bien parce que l'eau est fraîche, ça a plutôt tendance à tendre un tout petit peu les tissus, la peau. Une température aux alentours de 15 degrés. Le lac du Vernet est accueillant, mais quand même, il faut le savoir aussi. Je dirais que c'est la première difficulté du parcours avant de parler précisément de la distance en natation de kilomètre 2, de la distance à vélo, 115 km sans compter le dénivelé parce qu'il y en a un paquet, et puis 22 km à pied à 1900 mètres d'altitude. Ça s'appelle passer une belle journée. Ouais, en effet, ouais, ça s'appelle passer une belle journée. Faut le prendre comme ça. En effet, chaque discipline propose une difficulté. Donc, on l'a vu, la natation, c'est plus la température de l'eau. Bien que cette année, à 15 degrés, 15 degrés 5, par rapport à quelques années, c'était quand même nettement supérieur. On a eu un bel été. Ceci dit, nager dans un lac comme ça où l'eau est aussi pure, c'est vraiment agréable. La difficulté en vélo, voilà, on l'a déjà dit, hein, c'est les 3 grandes difficultés. Et puis la difficulté sur le parcours à pied, au-delà du dénivelé, parce qu'il n'y a pas énormément de dénivelé, on pourrait proposer un parcours plus dur, c'est surtout l'altitude. Et alors, le spectacle dans l'eau, cet homme s'en est emparé. Alors, attention, parce que Fred Bellobre, effectivement, a quelques qualités. C'est pas non plus un novice dans ce domaine, même si pour ce qui concerne sa présence sur une épreuve longue distance, c'est relativement récent. Mais là, il disputait l'épreuve sous une forme un petit peu différente, sous forme de relais. Donc, il s'est fait vraiment plaisir, ce qui a permis aussi aux autres athlètes, c'est-à-dire ceux qui disputaient l'épreuve dans leur intégralité, d'avoir en quelque sorte un lièvre. Ça peut avoir son importance. Ouais, il faut être vigilant parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que les relais viennent fausser la course. Bon, Fred, je le connais bien. Il était inscrit sur le court distance. Il est dans une période, on va dire, un peu, entre guillemets, euphorique où enfin, pour lui, les résultats reviennent vraiment bien. Et on l'a vu tout de suite qu'il était en grande forme sur cette partie natation. Même s'il faisait que la natation, il a vite fait de prendre le large. Bon, les athlètes qui étaient derrière savaient que Fred faisait que la partie natation et que derrière, il passait le relais à un coureur cycliste. Alors, vous parlez de résultats probants pour ce qui concerne Fred Bellobre. 5 fois champion de France sur courte distance, 3 fois champion d'Europe. Et puis, depuis cette année, c'était à Gravelines il y a quelques semaines. Vous l'avez vu sur l'antenne de Canal+ Sport, champion de France, longue distance, une première. Ce qui, effectivement, lui donne un peu de confiance supplémentaire. Lui qui a décidé de passer en
en l'occurrence un stade autre pour poursuivre sa carrière professionnelle. Mais ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui sont légèrement en retrait derrière Frédéric Bellobre, c'est-à-dire on va parler de James Cunnama qu'on a vu, de Scott de Philippis, de Colin Ross, un breton qui avait fait le spectacle l'an passé et qui a amené avec lui un pote, en l'occurrence Arnaud Guillou, qui avait aussi fait le show à Gravelines, vice-champion de France, et puis pas mal d'autres messieurs qu'on suivra de près chez ces dames, Marie-Beth Ellis, Emma Poulet, ancienne cycliste reconvertie et mieux que ça dans le triathlon, Jeanne Collonges, Carrie Lester, l'Australienne. Vous avez été gâtés. Ouais, j'ai été gâté, beaucoup de beau monde, bon, des athlètes qui reviennent d'une année sur l'autre ou qui essaient de revenir tous les ans, je pense notamment à James Cunnama ou Marie-Beth Ellis. Ils l'ont dit, hein, c'est une course qui est... c'est pas la plus importante de leur saison parce qu'ils ont d'autres objectifs, mais c'est une course qui leur permet de se relancer sur un cycle après un début de saison européen où ils ont eu des résultats, où ils ont eu un peu moins bien, comme Jeanne Collonges qui a dû abandonner malheureusement à Nice. Donc ça lui a permis de venir ici, refaire ses gammes, et puis j'espère qu'en fonction du résultat de la course, elle repartira pour une fin de saison qu'on lui souhaite la meilleure. Effectivement, son prochain rendez-vous, ce sera le triathlon d'Embrun, bien connu lui aussi, que vous pourrez voir sur l'antenne de Canal+ Sport un tout petit peu plus tard, le 23 août, bien sûr. 2 boucles à effectuer pour couvrir la totalité donc de la distance, 2 km 2, l'eau 15 degrés. Pour les premiers, je dirais presque que c'est une formalité. Pour les autres, il y a la température, la bagarre, il y a un petit peu de densité au passage de bouée. Bon, il faut en prendre conscience. Ouais, il faut en prendre conscience. Maintenant, c'est un peu la problématique de la natation, surtout quand vous êtes plus de 1000 comme ça au départ. L'avantage, c'est que on voit tout ce qui se passe dans l'eau. Donc, c'est surtout au départ où il y a faut jouer un peu des coudes. Après le passage de bouée, il faut être vigilant. À signaler quand même que ce lac dans lequel tous ces compétiteurs nagent est en l'occurrence ouvert à la natation une fois par an. C'est votre partenaire, hein, EDF, qui possède ce lac et qui a bien voulu justement le mettre à disposition de vos compétiteurs. Ouais, c'est une unité de production, donc forcément pendant la natation ils coupent les machines pour laisser les nageurs s'exprimer, et tout au long de l'année la baignade est interdite dans ce lac. EDF est partenaire titre et partenaire majeur de notre épreuve, et il nous laisse cet avantage-là de pouvoir nager. Alors, derrière Frédéric Bellobre, que l'on aperçoit encore avec son bonnet bleu, il y a effectivement petite bagarre, Anthony Coste, David Bartlett, Richie Nichols, des Britanniques qui se sont déjà exprimés ici. Nichols a déjà remporté l'épreuve. Un tout petit peu plus loin, James Cunnama, Arnaud Guillou, Bastien Capetti, Arnaud Drouin. Enfin bref, il y a 3 petits groupes qui se sont formés au cours de ces 2 boucles à effectuer. Pendant ce temps-là, lui, Fred, en termine avec toujours ce même rythme de bras, toujours aussi impressionnant, excellent nageur, Fred Bellobre, qui a, je dirais, une bonne minute 45 d'avance sur le reste de la troupe. Ouais, il a gardé un peu le rythme qu'il avait l'habitude de faire en Coupe du Monde, hein, un rythme assez élevé avec... En plus, Fred est habitué au départ un peu musclé, donc là pour lui ça a été assez rapide de prendre un peu le large et derrière d'aligner sa nage et sa technique de nage. Il est sorti de l'eau donc avec une avance, mais une avance qui compte pour du beurre. Il va passer le relais à un coéquipier. Le classement, qui nous intéresse, c'est celui de ces messieurs qui s'apprêtent à sortir de l'eau, emmenés notamment par le jeune athlète toulousain Anthony Coste, qui a, comme il le disait en introduction, un peu raté ses championnats de France disputés à Gravelines il y a quelques semaines. Il a finalement terminé à la 19e position après avoir longuement mené et animé cette épreuve. Coup de moins bien, donc il est venu ici à l'Alpe d'Huez pour essayer de se refaire la cerise en quelque sorte. C'est une découverte pour ce qui le concerne. Première sortie de l'eau pour ce qui concerne les dames. Marie-Beth Ellis, l'américaine, sous vos yeux. Anthony Coste a parcouru les 2 km 2 en 30 minutes et 16 secondes. Marie-Beth Ellis en 31,05. L'écart est faible. Ouais, c'est des écarts qui sont assez faibles, hein, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Là, on le dit, hein, je pense pas que c'est en natation qu'on gagne le triathlon de l'Alpe d'Huez, mais il faut toujours être bien placé, d'autant plus que cette première partie cycliste est très très roulante, hein. C'est un faux plat la descendant pendant plus de 25 km, donc il est important d'être au contact des meilleurs dès le départ du vélo. Allez, il y a le changement classique dans cette ère de transition. On a préparé ces petites affaires, on met surtout ces affaires que l'on laisse ici même dans des sacs.
On a aperçu Richie Nichols, James Kunama en gros plan, l'américaine Mary-Beth Ellis. Elle a failli jeter l'éponge, arrêter sa carrière professionnelle l'an passé. Et puis Cyril Hindley, sa coach, Brad Sutton, son ex-coach, l'ont finalement convaincu de poursuivre sa carrière. Elle a retrouvé de l'allant, de l'enthousiasme et elle est à nouveau ici présente à l'Alpe d'Huez justement pour prendre confiance. Arnaud Drouin qui passe sous vos yeux en 31,50. Michaela Merrigon. On a aperçu Carrie Lester. Arnaud Guillou, vice-champion de France, sort en 7e position à 2 minutes 15 du premier Anthony Coste. On s'équipe. Personne n'a mis la petite veste cette année. Certains partaient avec des manchettes, avec un petit gilet. Là, visiblement, ils ont tous pris la météo avant de partir, les infos utiles, et ils savent que ce sera des conditions sèches. Ouais, les conditions étaient bonnes dès le départ, même si on n'est pas à l'abri d'un orage en montagne. Mais voilà, on était déjà à plus de 20 degrés au moment du départ vélo. Et Jeanne Collonges, elle compte à peu près 7 minutes de retard sur la tête de course après la natation. On a carrément ignoré les premiers kilomètres en partie descendante pour s'attarder immédiatement sur la première difficulté de ce parcours cycliste, l'ascension de l'Alpe du Grand Serre. Et sur cet homme, Arnaud Guillou, qui à la différence des autres, possède une roue pariculaire. Oui, là je fais le choix d'une roue pleine, comme son copain d'entraînement. Colin Rose l'an passé, qui nous avait fait la belle surprise de rouler avec une roue pleine et qui avait plutôt bien marché en vélo. Bon, il avait un peu craqué à pied, mais il avait quand même fini 5e. Voilà, bon, c'est des athlètes qui ont peut-être l'habitude de s'entraîner avec ce genre de roue. Il a reconnu le parcours. Je pense que cette roue-là lui a bien servi dans cette première partie, ces 25 premiers kilomètres où on est en faux plat descendant. On peut atteindre des vitesses assez élevées, 60, 65 km/h, voire plus. Et il a gardé le même rythme de pédalage dans cette première difficulté vers la montée de l'Alpe du Grand Serre et ses premiers lacets, il remonte 1 à 1 ses adversaires. Et il avait 1 minute 30 de retard à la sortie de l'eau sur Anthony Coste. On est encore une fois dans la première difficulté. Regardez la facilité avec laquelle ce grand gaillard, 1,94 m, celui qui a vraiment pour l'instant réalisé un début de saison tonitruant puisqu'il a gagné le triathlon du Pays du Roi Morvan en Bretagne organisé par le Floc. Il a pris une place de 2e lors des championnats de France à Gravelines. Il est ici, c'est une première pour ce qui le concerne, mais en tout cas, il a un capital confiance que certains aimeraient bien posséder. Ouais, il n'est pas, on va dire que là, il joue dans la cour des grands. Il sort d'une place de second au championnat de France derrière Frédéric Bellot. Là, il se retrouve avec des athlètes qui des fois jouent le top mondial à Hawaï. Donc voilà, pas de stress, on le sent assez serein. Il est content d'être là, il est quand même concentré, il fait attention de bien s'alimenter. Faut pas hésiter à s'alimenter dès les premiers kilomètres parce qu'une fois qu'on commence à avoir le coup de fringale, c'est souvent trop tard. Anthony Coste, il donne pas lui la même sensation, ne laisse pas en l'occurrence présager d'un bel état de forme, peut-être un peu de fatigue pour ce qui concerne Anthony Coste qui a eu un entraînement approprié avant l'Alpe d'Huez. C'est peut-être pas la meilleure façon d'attaquer la course. Ouais, je pense qu'aussi Anthony a besoin de confiance. Il s'était donné des grands objectifs au championnat de France. Il nous l'a dit qu'il avait besoin de se remettre dedans. Donc forcément, il n'aborde pas la course de la même façon qu'un Arnaud Guillou ou un autre qui sont satisfaits de leurs résultats. Ça se joue beaucoup dans la tête. Petit gabarit, tout en puissance, je dirais presque reconnaissable entre toutes, Mary-Beth Ellis, l'américaine. Elle possède un bel avantage sur sa première poursuivante, Carrie Lester, l'Australienne, qui vient de l'athlétisme, 2e position donc, et 3e place pour Jeanne Collonges. Jeanne Collonges qui à la sortie de l'eau comptait un peu plus de 6 minutes 30 de retard sur Mary-Beth Ellis, mais elle compte énormément sur son potentiel à vélo. Jeanne qui adore ses parcours difficiles, double vainqueur de l'Embrunman. Elle vient à l'Alpe d'Huez ici vraiment pour encore une fois effacer en quelque sorte ses déboires de début de saison. Dossard numéro 39, le Sud-Africain James Kunama, qui revient progressivement sur Arnaud Guillou. Lui, il a l'avantage de connaître le parcours, il s'est déjà imposé ici. Il vient de manière très régulière
se frotter à ces pentes. Est-ce que ça a forcément un avantage de connaître le tracé? Oui, c'est un avantage, ça c'est indéniable de connaître les difficultés, d'autant plus que cette première difficulté, les pourcentages sont pas très élevés, donc on aurait tendance à monter un peu trop vite. James le sait bien, la dernière fois qu'il a fait l'Alpe, il n'a pas eu de chance, il avait chuté juste avant la deuxième ascension du col d'Ornon, il avait dû malheureusement abandonner. C'est important de connaître le parcours. Alors, Colin Arros, Arnaud Guillou sont arrivés longtemps avant, je pense qu'ils l'ont reconnu à leur rythme, mais le fait d'avoir déjà fait la course bien avant, c'est important pour ces athlètes. Premier à atteindre donc l'Alpe du Grand Serre, le Sud-Africain James Kenama. Quelques secondes d'avance sur Arnaud Guillou et sur Richie Nichols qui roulent quasiment ensemble. Attention à la fameuse règle de anti-drafting, de ne pas prendre de pénalité, ça aura son importance. Un carton noir, c'est 5 minutes de stop, donc ça peut effectivement changer la nature de votre épreuve. Et après Nichols et Guillou, désormais c'est Anthony Coste qui franchit le col d'Ornon sans s'arrêter ou presque. Petit ravitaillement, ne pas oublier de s'alimenter ni de s'hydrater. Cyril, ça a son importance. Anthony Coste, 1:12 de retard. Colin Ross, le jeune breton archi motivé, 1:21. Il a l'habitude de faire le show à vélo, c'est ce qui va se produire. Ouais, Colin, voilà, sa grande difficulté dans le triathlon, ça reste la natation. Il est très à l'aise en vélo, surtout quand ça grimpe. On le voit, il a quand même pris le vélo de contre-la-montre, roue pleine à l'arrière, roue à bâton devant. On en verra très peu des vélos comme ça sur le triathlon et sur les différentes montées du triathlon de l'Alpe. Mais voilà, Colin prend le temps quand même de s'hydrater. Il sait que c'est pas sur les ravitaillements que se joue la course. C'est plutôt là qu'on peut la gagner. Et Olivier Abado, notre triathlète amateur en provenance de l'île de la Réunion, après avoir disputé le Challenge Roth mi-juillet, après avoir participé à la course de Marseille 51-50 5 jours avant votre épreuve. Il s'est fixé comme objectif de réaliser le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Ce sont ses vacances. Chacun sera apprécié. On retrouve James Kenama avec un avantage, en plus de connaître le terrain. Il a pris effectivement quelques secondes d'avance sur ses poursuivants. Là on attaque la partie descendante, elle est assez dangereuse aussi, il faut être attentif parce qu'elle est assez longue avant de ensuite vous amener sur la deuxième difficulté, le col d'Ornon. Ouais, donc entre l'Alpe du Grand Serre et Valbonnet, là où commence véritablement le col d'Ornon, il y a une descente assez technique dans ces 4-5 premiers kilomètres. Après on est dans des faux plats descendants avec une route pas très large avec des paysages magnifiques comme nous le montre Arnaud. Faut être vigilant. James Kenama avait chuté il y a 2 ans, donc c'est pour ça que il a décidé d'attaquer, de prendre quelques secondes d'avance, mais voilà, faut rester concentré et être vigilant. Anthony Coste qui donne le sentiment de retrouver un petit peu d'enthousiasme, qui se sépare de Richie Nichols, le Britannique, dans sa position fétiche de coursier contre la montre. À peine le temps pour ce qui concerne Anthony d'apprécier le paysage, même si là on ne peut pas faire autrement que de s'en mettre plein les yeux. Elle est seule, ou du moins elle donne le sentiment d'être seule. Marie-Beth Ellis, l'américaine, double vainqueur ici à l'Alpe d'Huez. Elle a 8 victoires sur Ironman à son actif. Elle est championne du monde longue distance depuis cette année. Championne du monde longue distance, ITU. Tout comme d'ailleurs Cyril Guénaud, il faut le saluer. On a désormais un autre champion du monde. Cyril, vous avez fait des émules et c'est tant mieux. Mais Marie-Beth Ellis a fait l'écart. Elle compte presque 5 minutes d'avance sur la Britannique Emma Poulet. Ouais, 5 minutes, ça commence à faire, c'est important. Mais pour autant, la course n'est pas gagnée. On le sait très bien, le juge de paix sur cette partie cycliste, c'est les premiers virages de l'Alpe d'Huez. Si on fait les 3 premiers kilomètres de la montée de l'Alpe avec un bon rythme, qu'on se sent bien, bon là, on va dire que ça sent bon. Mais si par contre on commence à avoir des difficultés dans les premières rampes, là ça sent pas bon parce qu'on peut vite perdre beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Progressivement, le faux plat se fut de plus en plus insistant. Il n'a l'air de rien, entre guillemets, ce col d'Ornon, mais il est long.
il est en général ensoleillé et puis surtout il précède l'Alpe d'Huez. Donc on commence à cogiter, à prévoir la suite. En effet, on commence à cogiter. Il est beaucoup plus long que les autres, il fait un peu plus de 20 km. Il n'a pas de grosses difficultés, si ce n'est les derniers kilomètres, même si les pourcentages ne sont pas importants. Mais il faut être vigilant parce qu'on aurait tendance à emmener des braquets un peu trop importants. Et entre le col d'Ornon et le pied de l'Alpe, il y a juste une descente très rapide, très technique, d'une quinzaine de kilomètres et on enchaîne tout de suite avec l'Alpe d'Huez. Donc c'est pour ça que le col d'Ornon, il faut le prendre, on va dire entre guillemets avec gentillesse, modestie et se dire qu'en effet derrière il y a l'Alpe d'Huez et on commence déjà à y penser. 200 numéro 5, les mains à l'aise sur le haut de son guidon de contre-la-montre. Colin Ross, style caractéristique, jeune athlète de 22 ans qui attend lui avec impatience les premiers lacets de l'Alpe d'Huez, car c'est là qu'il a promis la misère entre guillemets à tous ses concurrents. Il n'attend que ça. L'année dernière il avait pris une superbe 5e place et tout doucement au gré des kilomètres il progresse et se rapproche de la tête de course. Il a fait les courses avant de partir, il a les commissions sur le cadre histoire de ne pas rater et de ne pas manquer surtout de ressources et de sucre. Position inchangée quasiment depuis le début de l'épreuve, mais il faut dire, je crois qu'elle sait... Je ne suis pas sûr qu'elle sache rouler différemment, Marie-Beth Ellis. Tandis que Emma Poulet, qui elle, tout simplement, a quand même une expérience cycliste énormissime, puisqu'elle a été championne du monde de contre-la-montre, elle est dans un style beaucoup plus fluide, beaucoup plus agressif, beaucoup plus dangereux à mon sens. Et puis on le voit, elle n'a pas choisi le même vélo, hein. Elle a choisi un vélo classique, un vélo de montagne. On voit la différence d'expérience entre les deux athlètes. La roue paraculaire, blanche et noire, du Breton Arnaud Guillou, qui lui permet sans doute de revenir là sur le Sud-Africain James Kunama, qui donne le sentiment d'avoir un petit peu plus de mal. On le voit, hein, son geste du côté des épaules, tandis que Arnaud Guillou lui appuie sur les pédales et en termine avec cette deuxième difficulté du parcours dans un style beaucoup plus efficace. On arrive dans les derniers kilomètres du col d'Ornon, donc là forcément au sommet d'un col les pourcentages sont bien souvent plus importants, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'air, donc voilà, c'est des athlètes qui en terminent avec cette difficulté. Il va falloir bien récupérer dans la descente, pas chercher à prendre de l'avance parce que tout de suite après c'est le début de la montée de l'Alpe. Ou que ça paraît compliqué, ou que ça paraît pénible pour Anthony Coste. Le voici, ce fameux col d'Ornon, et Arnaud Guillou est le premier justement à atteindre le sommet. Il a attaqué quelques kilomètres auparavant, bien lui en a pris. C'est raide, hein. Allez, on se refait une petite santé. Il y aura un peu de retard sur le timing. Merci. Il garde le sourire, il est lucide, et c'est tant mieux. Olivier Abado sait que c'est loin d'être terminé. Le voici. Désormais, le juge de paix, à gauche, et ensuite le mur. Ouais, la rampe la plus dure, la première, parce que faut se mettre dans le rythme, et c'est pas évident, et parce qu'elle est très longue et qu'il fait très très chaud. Petit fait de course qui aura son importance. Pas tout à fait satisfait le jeune athlète belge
Sven Van Luik. Il a pris un petit carton noir, drafting, les arbitres sont présents. Le juge de paix dont on parlait, effectivement, c'est celui-ci. L'Alpe d'Huez et ses 5 premiers virages, Cyril, qui vous attrapent à la gorge. Ils attrapent à la gorge parce que voilà, c'est des gros pourcentages. On parle souvent des derniers virages de l'Alpe, mais les plus importants sont quand même les 2 premiers parce qu'ils sont très longs, il n'y a pas beaucoup de récupération. Après, sur les 3 virages qui suivent, voilà, c'est un peu plus court. Mais tout de suite, c'est des gros pourcentages. Il fait chaud et puis on le voit, hein, la route est large. Donc on a l'impression qu'on n'avance pas. 13 km 8 d'ascension. 21 virages, près de 8% en moyenne pour atteindre le sommet de cette montée. Et Colin Arros, là, il a choisi comme victime James Cunnama. Ça c'est fait. Il ne cache pas sa satisfaction. Le jeune triathlète breton, regardez son style tout en puissance. Dès que ça devient un tout petit peu plus facile, clac, on descend d'une dent, histoire d'en rajouter une couche et de montrer à son adversaire que c'est même pas la peine d'essayer de le contrer. Ouais, et bah forcément, hein, il essaye de jouer sur le moral de son adversaire. Il est à l'aise dans la montée de l'Alpe. Ceci dit, il ne faut pas tomber dans l'euphorie, ou alors c'est des signes. Hein. En général, quand on commence à être euphorique comme ça, faut être vigilant et faut se reconcentrer parce que derrière on n'est pas à l'abri non plus d'être en difficulté. Mais de toute façon c'est le jeu. Hein. Quand on commence comme ça à revenir sur son adversaire et on voit qu'il a du mal, c'est le moment d'attaquer. On a vu Charlotte Morel, Fred Bellaube, le couple de champions de France longue distance, encourager Marie-Besse Ellis. Plus de 6 minutes d'écart entre Ellis et Emma Poulet à ce moment précis de la course, même si on a le sentiment, Cyril, que Emma Poulet gravit les lacets avec plus de facilité que sa concurrente américaine, Jeanne Collonges. 3e place. La voix autoritaire, c'est celle de son coach, Yves Cordier. La Bretagne a pris le pouvoir. Colin Arros, désormais le leader de ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Il est revenu sur son pote Arnaud Guillou. 2 jeunes triathlètes qui sont en train de mettre à mal les vétérans les plus expérimentés. Jamais jusqu'à présent, depuis le début de cette épreuve, depuis la création de cette épreuve, un athlète français s'est imposé sur le longue distance, Cyril. Non, jamais. C'est peut-être l'occasion cette année pour un athlète français de gagner, de gagner. En effet, on n'a eu que des étrangers, James Cunnama, Colucci, Del Corral, des grands noms du triathlon. Un Français inscrire son nom au palmarès, ça serait intéressant. Dans la douleur, James Cunnama, parcours difficile, mais James Cunnama, il n'aime surtout pas la température fraîche du lac du Vernet, donc il a mis un petit peu de temps à se mettre en marche, à reprendre un petit peu une température qui lui sourit, et là il est en train de, je dirais, rentrer progressivement dans sa course, même s'il donne des signes de fatigue. Il faut se méfier du Sud-Africain. En général, il a un finish tonitruant, et lui aussi il a un bon finish, le Belge dont on connaît absolument pas la provenance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est effectivement un ex-cycliste de niveau national, et il prend les commandes de la course. Hein. Il prend les commandes, peut-être un peu énervé du carton noir qu'il a pris au pied de l'Alpe d'Huez, même si là on est déjà à mi-parcours de la montée. Il va falloir qu'il effectue une prison, c'est-à-dire qu'il doit effectuer 5 minutes d'arrêt à la fin du vélo ou dans son parcours course à pied à un endroit bien précis. Et ça sera pour lui l'occasion de récupérer, et je pense que c'est bien pour ça qu'il accélère dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Ça change aussi, ça évolue aussi du côté de ces dames. Désormais, il n'y a que 4 minutes d'écart entre Marie-Besse Ellis et Emma Poulet qui revient tranquillement à la faveur de cet enchaînement de lacets. Regardez les relances de ce jeune athlète belge, encore une fois, Sven Van Luik, 26 ans, cycliste jusqu'en 2013, et qui a fait une apparition remarquée. On a l'impression qu'elle n'a pas le bon braquet, on a l'impression qu'elle n'a pas le bon vélo, c'est sûr, mais surtout on a l'impression qu'elle fatigue. Regardez la différence, désormais 3,47 de retard sur Marie-Besse Ellis pour Emma Poulet. C'est plus rien, hein. Elle a décidé de mettre le paquet. Allez,
l'arrivée dans l'aire de transition. Il a réalisé une ascension de l'Alpe d'Huez en 49 minutes et 22 secondes. 49 et 22 secondes, énorme. Sven Van Wijk s'élance, mais il va devoir s'arrêter en prison, justement, pour effectuer les 5 minutes de pénalité auxquelles il a droit. Colin Rose, le deuxième de ces triathlètes à atteindre la T2, comme on dit. 1 minute de retard sur la tête de course, sur Van Wijk, mais surtout, désormais, et à nouveau, leader de l'épreuve. C'est parti pour le jeune triathlète breton qui a découvert cette discipline, je dirais presque à l'âge où d'autres apprennent à marcher. Deuxième athlète, ou troisième athlète, mais deuxième athlète à prendre le départ de la course à pied, c'est Arnaud Guillou. Il compte 1:30 de retard sur Colin Rose. Les Bretons dans un mouchoir de poche. Hein. Ouais, autant dire que c'est très très serré. On a vu Colin, alors beaucoup moins à l'aise que quand il attaque dans la montée de l'Alpe, mais c'est pas très très grave. Hein. Le parcours est long de 22 km. Et, après une montée comme ça, un parcours comme ça, il faut forcément se laisser le temps de récupérer et de se lancer sur une bonne allure. On a vu James Kunama qui compte plus de 6 minutes de retard sur la tête de l'épreuve. Et progressivement, les compétiteurs vont arriver à leur tour. À 1900 mètres d'altitude, ici, dans la station de l'Alpe d'Huez. Guillaume Elgy, le français, 7:33. Rien n'est fait. En tout cas, pour l'instant, Colin Rose, en dépit de cette magnifique culotte qu'il a décidé d'arborer sur le parcours pédestre, à la faveur de la fin de cette première boucle, il y en a 3 au total, dans cette partie qui est compliquée, hein, mine de rien, parce qu'elle tire un tout petit peu, eh bien, il laisse les commandes de l'épreuve à son pote Arnaud Guillou. Il y a eu échange de bons procédés depuis maintenant quelques minutes. Ouais, il s'est fait rattraper. Bon, c'est dans l'endroit le plus haut du parcours en course à pied où on approche les 1900 mètres d'altitude. Hein, donc, faut trouver son air, son souffle et pas évident. Et Arnaud Guillou a pris le dessus. Ouh, que c'est compliqué. Elle relance, elle se met en danseuse. Elle doit se dire, mais il me manque des dents, c'est pas possible. Je parle pour la cassette, bien évidemment. Elle a inévitablement été informé du retour de sa concurrente, la Britannique Emma Poulet. Il reste quoi? 3 virages, Cyril? C'est réglé, hein? Ouais, là on est même là dans le 3 virages, en effet, il reste 3 virages. On est dans le dernier virage, on est au virage 1, pardon. Et on voit là Emma Poulet qui 3 virages avant a dû apercevoir Marie-Beth Ellis en difficulté, et on le voit tout de suite, hein, elle a accéléré, donc forcément ça lui donne des ailes et elle va prendre la tête de la course juste avant l'aire de transition. Elle avait 6 minutes de retard. 6 minutes de retard sur Marie-Beth Ellis en bas de l'ascension de l'Alpe d'Huez, Emma Poulet. Et elle atteint donc en leader cette transition. Ascension de l'Alpe d'Huez réalisée en 55-22 par cette athlète britannique qui a eu une médaille d'argent en 2014 lors des Jeux du Commonwealth en contre-la-montre et aussi en course en ligne. Championne de Grande-Bretagne de contre-la-montre l'an passé. Championne du monde, c'était en 2010 de contre-la-montre. L'argent aux Jeux Olympiques en contre-la-montre aussi, mais c'était en 2008 à Pékin. Ouh, Marie-Beth Ellis n'arrive pas tout à fait dans le même état que son adversaire. Elle compte 1 minute de retard. 1 minute de retard sur Emma Poulet au moment de tenter d'attaquer la course à pied. Parce que là, elle a l'air d'avoir pris un sacré coup. Hein. Ouais, elle a eu du mal à finir. Elle a pris plus d'1 minute en quoi, même pas 2 km. Hein. Donc, par contre, elle part quand même sur des bonnes bases en course à pied. Hein, mais c'est des athlètes, Marie-Beth Ellis, James Kunama, qui divisent leur course et qui sont capables d'arriver très très fatigués à la fin du vélo et au bout de 1 km de repartir voilà, comme s'ils n'avaient pas roulé. Et ça, c'est vraiment la capacité des grands triathlètes à justement bien savoir découper leur course. Et Colin Rose doit faire partie de cela parce qu'il donnait le sentiment d'être franchement éprouvé. Il reste au contact de Arnaud Guillou à la faveur de cette fin de première boucle. Derrière, après avoir effectué sa pénalité de 5 minutes, le Belge Sven Van Wijk, lui, a décidé de tenter de refaire tout son retard, son handicap. Vous avez l'habitude, Cyril, de dire qu'une pénalité n'est pas si pénalisante que ça. Hein. Non, on l'a déjà vu sur des grandes courses comme à Hawaï où les premières années, les pénalités étaient de 3-4 minutes et qu'ils se sont aperçus que
Voilà, c'était pas assez long parce que ça permettait aux athlètes de s'hydrater, de s'étirer et de partir tout de suite sur des bases assez élevées. Donc voilà, sur les distances Ironman, ils ont augmenté la pénalité de quelques minutes justement pour vraiment pénaliser l'athlète qui s'est fait prendre sur drafting. 8 minutes de retard pour Jeanne Collonges au moment d'attaquer le parcours pédestre. Dossard numéro 15, Victor de Bilco. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu pour ce qui le concerne. Il est sorti à 3 minutes du leader en natation. Il compte un sérieux retard sur la tête de course. Pour ce qui concerne Emma Poulet, ça se passe bien. À signaler également qu'Emma Poulet a été championne du monde l'an passé de duathlon longue distance, c'est-à-dire course à pied, cyclisme. Ça va être compliqué pour ses concurrentes, que ce soit Marie-Besse Ellis ou Jeanne Collonges, de revenir sur la Britannique. On s'hydrate, on s'asperge. La température, effectivement, est élevée à cette altitude. Et Colin Rose est obligé de marcher quelques secondes pour s'hydrater correctement. Il a fait un autre choix, le Belge Sven Van Luik. Très concentré, le regard porté loin devant, ça ne trompe pas. Ouais, là c'est bon signe, hein, quand on est le regard loin devant comme ça, qu'il n'y a pas de faux mouvements, que les gestes sont fluides, ça veut dire que voilà, on est bien dans la course, on est sur le bon rythme, on est bien calé et les kilomètres défilent. On l'aura remarqué, depuis le début de cette épreuve, dès la sortie de l'eau, il prenait chaque fois le temps de s'alimenter correctement. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Arnaud Guillou, à ce stade de la compétition, est solidement campé en tête. C'est parce qu'il a su justement gérer ce poste-là. Oui, il a su gérer bien, je pense, son alimentation, son hydratation. Il a su aussi gérer les différents mouvement de course et attaque. Il a vu un moment James Kunama partir, il ne s'est pas affolé, il l'a laissé faire. Il est revenu tranquillement sur James Kunama, après c'est Colin Arros qui a attaqué. Pareil, il a laissé faire et en fait il fait sa course à lui tout seul. Il observe un peu ce qui se passe et il n'oublie pas de manger, de s'hydrater. Je pense que c'est la bonne tactique. La fin de la première boucle pour Emma Poulet, la Britannique. Très concentré, visage fermé, mais c'est normal quand on est en tête d'une épreuve aussi mythique que le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. On n'a pas l'intention de laisser sa place. Marie-Besse Ellis sait de quoi il en retourne, double vainqueur, je vous l'ai déjà dit ici. Elle qui a fait le choix de poursuivre un peu plus loin sa carrière professionnelle. Regardez la façon dont il a attrapé le chouchou, c'est comme ça qu'on les appelle, ces petits élastiques que l'on met autour du poignet et qui stipulent que vous avez bien effectué un tour, 2 tours, 3 tours et davantage si c'est nécessaire. Arnaud Guillou est dans son épreuve aussi. Il serre les dents, lui. Colin Arros, 5e l'an passé, il aimerait bien réaliser à nouveau cette belle performance. Il sait que derrière, Van Luik, Kunama et consorts sont sur ses talons. Sven Van Luik, grand gabarit, qui a remarqué sans doute que le jeune breton Colin Arros avait un peu plus de difficultés tout du moins que son ami Arnaud Guillou. Ils courent très souvent ensemble, ils s'affrontent, ils se respectent. Ils ont l'habitude effectivement de passer de manière régulière des week-ends ensemble, en compétition bien sûr. 1m94, grand gabarit, c'est pas fréquent en triathlon de voir des gaillards pareils. Ouais, et puis le voir grimper aussi facilement avec la taille, le gabarit, c'est voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, on sait bien qu'en Bretagne, le vélo, ça fait partie des sports favoris et des sports rois. Donc voilà, c'est pas non plus surprenant de voir beaucoup de Bretons venir pratiquer le triathlon à l'Alpe d'Huez.
Ça commence à sentir bon, c'est la 3e boucle de ce parcours pédestre. Il arrive au terme des 22 km de la compétition. Et regardez James Cunnama, sa façon typique de terminer les épreuves. On a l'impression que c'est un mort de faim. Et il est en train de revenir sur la tête de course. Il a gratté le Belge Van Luyck. Il est désormais en 2e position, le Sud-Africain. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Hein. Non, c'est pas terminé. Hein. James Cunnama, on l'a vu à la fin du vélo, fatigué. Mais voilà, il a cette capacité à rebondir dès qu'il change de discipline. On l'a vu partir sur des bonnes bases et puis voilà, il a donné son maximum pour essayer d'aller chercher Arnaud Guillou, mais ça n'a pas suffi. Quelle victoire, je dirais presque quelle surprise pour lui, le premier d'ailleurs, vainqueur du tri du Pays du Roi Morvan, vice-champion de France, vainqueur du tri de la Côte de Granit Rose. Quelle saison réalisée par ce jeune triathlète de 26 ans, ce Breton qui est en train de frapper de manière importante les regards et surtout de marquer de son empreinte le triathlon international. James Cunnama qui en termine. Impossible de revenir sur Guillou qui lui termine l'épreuve en 5h55-14. Cunnama 5h57-04, 2h45 de différence. Il a le sourire, James. Il était effectivement au max de ses capacités. Il ne pouvait pas revenir sur Arnaud Guillou. D'ailleurs, personne n'aurait pu effectivement revenir sur Guillou. Même si Scott de Philippis a fait un parcours à pied de folie. Une 16:47 pour courir les 22 km. C'est presque 10 minutes de moins que la plupart de ses compétiteurs, que ses concurrents. Il prend la 3e place, l'Américain Scott de Philippis. 4e position pour Sven Van Luyck. Souvenez-vous qu'il a pris une pénalité de 5 minutes. Peut-être que les choses auraient été différentes si, mais vous savez ce que dit effectivement l'adage. 5e, comme l'an passé, satisfait de lui. Il a raison de l'être. Colin Roos, jeune triathlète breton qui a largement participé à l'animation de cette épreuve, en finit à son tour. Moins de 6 heures, 5h59-02. Les temps, les écarts. J'étais un peu dans le doute parce que depuis les France, c'était vraiment dur. Mon coach me rassurait beaucoup sur ma forme. Il m'a vraiment fait pas mal de récupération après les France. Et derrière, je suis reparti sur un petit cycle, mais vraiment quelque chose de doux parce que j'étais vraiment dans le dur. Et en fait, comme quoi le repos, ça paye un peu. Aujourd'hui, je suis vraiment content de ma course. Bon, j'ai subi sur la fin du vélo, sur la montée de l'Alpe. Mais à pied, je me suis dit, il ne faut pas que je craque. Ce serait bête de louper même ne serait-ce qu'un podium sur l'Alpe d'Huez. C'est vraiment une course magique. Je suis plutôt satisfait de moi aujourd'hui, même si ça a plutôt mal commencé aussi. J'ai eu froid, je me suis vraiment gelé les oreilles et le bout des pieds pendant la natation. Et quand j'ai dû attaquer le parcours cycliste, il m'a fallu de longues minutes avant de retrouver une température corporelle qui me permette de produire les efforts nécessaires. Ça a été effectivement une large souffrance dans l'ascension de l'Alpe d'Huez ensuite. Mais bon, je voulais pas lâcher l'affaire. Ça a été une belle bagarre en course à pied, assez indécise. Belle course difficile, mais j'ai donné ce que je pouvais jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, Arnaud Guillou était intouchable. Sympa, les félicitations James Cunnama quand on connaît la carrière et les performances de cet homme qui, entre autres, a remporté l'Alpe d'Huez, Roth et qui a pris une 4e place à Kona en 2013. Allez, fin de la course chez ces dames aussi. Et Emma Poulet, logiquement, va s'imposer ici sur les traces d'une de ses compatriotes, Chrissy Wellington, qui vous a fait la surprise, Cyril, puisqu'on l'a aperçu tardivement, mais on l'a aperçu. Chrissy Wellington était venue soutenir ses athlètes, ses copines en quelque sorte. Victoire pour Emma Poulet, 6h21-48, réalisée par la Britannique. Marie-Beth Ellis termine en 6h27-45, 2e position. Je pense qu'elle peut être satisfaite de sa perf. Elle est allée la chercher, je dirais, avec les ongles. Là voici Chrissy Wellington, regardez, elle a surgi de nulle part, enjamber les barrières. Future maman qu'elle est pour venir, je dirais, prendre les épaules de manière amoureuse, les épaules de sa compatriote Emma Poulet.
C'est ici, à l'Alpe d'Huez, qu'on a découvert Chrissy Willington, 4 fois vainqueur des championnats du monde Ironman par la suite. 3e belle place, très belle place pour Jeanne Collonges, 6h36,07. Peu importe le temps, mais c'est surtout la performance qu'elle réalise, qui va effectivement lui permettre de poursuivre de belle manière sa saison. Carrie Lester, 5e. C'est une course légendaire que je voulais faire depuis 5 ans. J'étais ici pour m'entraîner en vélo et j'ai vu que la course se passait la semaine prochaine. Et je me suis dit, bon, ça serait super, hein, une course tellement légendaire que Chrissy Willington a gagné. Et j'ai toujours voulu le faire, mais c'est au moitié de la saison cycliste. Alors comme cycliste professionnel, j'ai jamais pu le faire parce que mon équipe m'a toujours dit, bon, ça va pas. Alors... En français dans le texte, quelle élégance de la part de Emma Poulet. Ça a été plus compliqué pour Victor de Bilco, c'est indéniable. Ça a été la cata, j'ai jamais réussi à être au niveau. À vélo, j'ai pas réussi à suivre. Et après, course à pied, c'était pas mieux, quoi. C'était vraiment très très mauvaise journée. On ne gagne pas toujours à l'Alpe d'Huez. Les heures s'égrènent, les kilomètres s'enchaînent. Un à un, les compétiteurs vont effectivement aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Olivier Abado y sera parvenu. Enchaîner Roth, Marseille et l'Alpe d'Huez, c'était son objectif. Il aura bien sûr énormément d'anecdotes à nous narrer. Beau succès, Cyril. Hein. Ouais, très beau succès, super belle ambiance. On se voulait pour cette 10e édition une année assez festive. Il y a eu pas mal d'animations, un tirage au sort pour clôturer ces longues distances pour gagner une voiture. Voilà, une belle édition. Et puis un public de plus en plus présent et des athlètes heureux, donc tout ce qu'on voulait. Alors, rendez-vous l'an prochain. Salut à tous.